Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors voilà, aujourd'hui je voulais parler de mon passage en prison entre 2014 et 2016. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je sors d'une opération du genou. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et je me suis dit, s'il m'arrivait quelque chose pendant l'anesthésie et tout, j'avais promis à pas mal de monde d'en parler. Je ne l'ai jamais fait. Et j'ai dit, bon, dès que possible, je vais le faire. Comme ça, je vais quand même... Parce que les gens pensent que je ne veux pas en parler ou que c'est pas ça. C'est qu'en fait, parfois, faut mettre un peu, faut mettre un peu de temps entre les événements pour les juger d'une manière un peu neutre et pas passionnelle. Et puis bon, il y a eu tellement de sujets à parler qui nous ont occupés toutes ces années, Covid, économie et autres. Donc voilà, l'occasion se présente maintenant, peut-être parce que j'ai envie, qu'on me l'a demandé, avec insistance, voilà. Donc, je ne vais pas parler du dossier, parce qu'un dossier c'est long, c'est compliqué, ça implique de devoir peut-être citer des personnes qui ne veulent pas être citées, donc bon, c'est pas le plus intéressant, ça c'est le destin, voilà. C'est tombé sur moi, et c'est comme ça. D'ailleurs, ça sera ça le début de mon explication, c'est que quand on tombe dans ce genre d'histoire, il faut comprendre que votre vie s'arrête net. C'est-à-dire qu'on vient vous chercher chez vous, on perquisitionne, on vous embarque, on menotte et tout ça. Votre vie s'arrête, c'est-à-dire vos rendez-vous, vos engagements, vos plans, tout s'arrête, puisque voilà, vous n'êtes plus libre de vos actes, de vos déplacements. Donc en fait, la vie marque un coup d'arrêt. Bon, vous me direz, c'est la même chose en cas d'accident ou de maladie grave. C'est vrai. Mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas, les problèmes pratiques. Les choses qui étaient en cours, des interviews pour un emploi, je ne sais pas, de transfert d'argent ou que sais-je. Bon, tout s'arrête. Bon. Et donc vous arrivez dans un monde à part, c'est-à-dire le monde de la prison. Bon, après, il y a prison et prison, hein. Faut le savoir, il y a les prisons, les maisons d'arrêt, enfin, on dit comme ça en Belgique, en France, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a les maisons d'arrêt, puis il y a les maisons de peine. Les maisons d'arrêt, c'est beaucoup plus précaire que les maisons de peine, parce que vous n'êtes pas encore jugé, et curieusement, en étant présumé innocent, vous vivez une détention bien plus pénible que ceux qui sont condamnés. C'est déjà un paradoxe assez bizarre, je trouve. C'est que les présumés innocents sont traités plus durement que les coupables qui sont condamnés, qui eux vont dans des maisons de peine où il y a des aménagements, un certain confort, etc., etc. Mais bon, faut le savoir, être arrêté en attente de procès, parce que voilà, une fois que vous êtes arrêté, bon, vous comprenez pas, au début il y a un sentiment de révolte, vous comprenez pas, en tout cas quand vous êtes innocent, vous ne comprenez pas, et il n'y a personne pour vous répondre, et tout le monde s'en fout. Et l'avocat, il a plein de dossiers, vous êtes un dossier parmi d'autres. Et il est là un petit peu pour vous rassurer, pour vous faire espérer, oui, oui, ça va aller, oui, oui, je vais parler. Bon, il faut bien comprendre que vous êtes quelque part jeté dans un espèce de trou noir. Alors bien sûr, vous allez appeler vos proches, mais bon, voilà, il y a un dossier en cours et personne n'y peut rien. Et personne ne sait pourquoi, et personne ne sait comment, et personne ne sait jusqu'à quand. C'est comme ça. Et donc, les premiers temps, comme tout changement de mode de vie, l'être humain est une créature qui aime qui est rassurée dans la routine et les habitudes, et qui est très perdue quand on le jette dans une nouvelle vie, quelle qu'elle soit. Que vous partez dans un chalet en voyage, que vous partez... dans un séjour à l'hôpital, vous êtes dans un nouveau décor, avec de nouvelles personnes, avec un nouveau fonctionnement, et donc quelque part il y a un sentiment de perdition, parce que on n'a pas de repères. Donc quand vous arrivez en prison, le premier choc c'est la perte des repères. Vous arrivez dans un monde qui vous est totalement étranger,
avec des gardiens bon, qui font leur boulot, qui sont confrontés les trois quarts du temps à des gens pas spécialement respectables, donc ben, eux-mêmes le deviennent, sauf exception. Enfin bref, c'est le grand, c'est la fameuse grande gifle, c'est le grand chambardement dans votre vie, tout bascule. Alors évidemment, vous cogitez, parce que l'être humain, il est aussi comme ça. Quand il est confronté à un choc, il est en état de choc. Et quand on est en état de choc, ben, on commence à réfléchir en tous les sens, à penser à plein de trucs. Et quelque part, c'est très pénible. Donc bon, il y a des phénomènes qui sont du genre, vous n'avez plus faim, vous mangez le minimum, vous vous repliez sur vous-même, vous dormez beaucoup. C'est une sorte de réaction de préservation, en fait. C'est-à-dire, je refuse ce qui m'arrive, donc je dors pour oublier, je m'empêche de vivre normalement. Et donc, il y a tout votre métabolisme qui se transforme. Bon, enfin voilà, c'est un peu comme ça. Puis, petit à petit, au fur et à mesure des visites, des appels téléphoniques, bon, voilà, l'être humain s'habitue à tout. Et vous commencez à prendre des repères, à vous habituer petit à petit. Le processus dépend, à mon avis, beaucoup d'une personne à l'autre. Disons que, de mémoire, je pense que les 3 premiers mois sont très difficiles. Les 3 mois suivants sont moyens. Et au bout de 6 mois, vous êtes dans une sorte de nouvelle réalité. Mais bon, il y a d'autres gens, ça va plus vite. Hein, ceux qui ont l'habitude de la prison. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. C'est pas du tout mon milieu. Et donc, évidemment, tout est nouveau, quoi. Tout est nouveau, les fréquentations, le vocabulaire, tout. La nourriture, enfin. La nourriture, il n'y a pas grand-chose à dire. Dans mon cas, il y avait 3 choix possibles. Le menu normal, le menu dit halal ou le menu végétarien. Le menu halal veut simplement dire qu'on ne vous sert pas de porc, mais vous avez du bœuf et du poulet, non égorgé licitement. La plupart des musulmans, enfin, ou des maghrébins, parce que bon, le nombre de convertis musulmans ne court pas les rues dans les prisons. La plupart prennent un menu halal. Et dans mon cas, après consultation avec l'imam, puisqu'il y avait la possibilité de menu végétarien, il fallait opter pour ça de préférence. Donc pendant 2 ans, j'ai mangé des hamburgers de légumes et des choses dites qui excluent la viande et le poisson aussi, malheureusement. Parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc quand on opte pour un menu, il faut attendre, je crois, la fin du mois pour changer de menu. Bon. Enfin, dans mon cas, je suis resté au menu végétarien. Puis il y a les cantines hein, pour agrémenter avec des choses. Les cantines, c'est ce que vous pouvez acheter et qui vous est livré une fois par semaine. Vous avez des listes et tout ça. Bon, évidemment, il faut avoir un peu d'argent. Parce qu'en prison, la vie n'est pas facile sans argent. On ne peut pas téléphoner, on ne peut pas faire des cantines, on ne peut pas louer une télé, on ne peut pas louer un ordinateur. Enfin, comme d'habitude, hein, la loi de l'argent se poursuit dans la prison. Enfin, voilà, rien de spécial. Et bon, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en fait, la prison, c'est un monde dans le monde. C'est-à-dire que vous retrouvez des codes. Sauf que ben, c'est légiféré. C'est-à-dire que, quelque part, c'est ça qui est un peu troublant, même très troublant, personnellement, c'est qu'on sent que pour toute une partie de la population, la prison est un point de repère. Pourquoi? Parce qu'à la prison, il n'y a pas d'alcool. Officiellement, il n'y a pas de cannabis. Il y a les horaires. On vous réveille, que vous ayez fait nuit blanche ou pas. On vous réveille, on tape dans la porte, café, machin, balade. Vous dites non, mais vous devez vous réveiller pour répondre. Quand
quand vous êtes... bon, ça dépend les cellules, mais quand vous êtes... comment dire? Quand vous devez faire vos besoins, vous n'avez pas d'intimité, c'est-à-dire que... Bon, certaines cellules sont avec un espèce de paravent, mais en gros, si le gardien ou la gardienne ouvre la trappe et que vous êtes aux toilettes, on vous voit. Donc il faut vivre avec ça, il faut vivre avec tout ça, mais pour certains individus qui ont des vies très dissolues, c'est-à-dire alcool, pas d'horaire, pas de structure de vie, quelque part, ils trouvent ça en prison. Et donc j'ai toujours trouvé ça assez paradoxal que en liberté, on autorise l'alcool, alors qu'on peut faire des dégâts, hein, je veux dire, accident de voiture, bagarre, et en prison, c'est niet, quoi, zéro. C'est bière sans alcool, alors que vous êtes seul en cellule. À la limite, si vous êtes sous, ça dérange personne. C'est très étrange. Mais bon, moi je suis plus à une chose étrange que je relève étrange comme étant étrange dans ma vie. Ça, je n'arrête pas, donc j'essaye simplement de m'accoutumer du fonctionnement du monde. Et que dire? Et puis après, voilà, vous êtes dans un mécanisme, chaque mois vous allez au tribunal. C'est toute une mécanique en fait. Des gens qui vous connaissent pas parlent de vous, croient vous connaître, en l'occurrence les procureurs. Ils pensent vous connaître parce qu'ils ont des impressions sur vous. Vous savez, les impressions, c'est les impressions. Quand on vous voit, quand on vous entend, ben on dit un tel est un sale type, un tel est un type violent, un tel est un gourou, un tel est un manipulateur, un tel est un pervers narcissique, etc., etc. Et vous savez, de nos jours, par exemple, dès qu'on s'exprime et qu'on a, pas confiance, mais enfin qu'on a un raisonnement qui se tient, qu'on défend, parce on pense qu'il est juste, ben vous êtes vite classé dans idéologue, pervers narcissique, gourou. En gros, c'est inquiétant quand vous êtes quelqu'un qui pense, quelqu'un qui s'exprime. C'est plus inquiétant qu'à la limite quelqu'un qui se bat, qui insulte, qui crache, et tout ça, parce que là, voilà, ils sont plus à l'aise dans ce genre de profil-là. C'est tout des choses qu'on apprend avec le temps. Parce qu'au début, on ne comprend pas, en fait. On dit, mais si je m'explique et si je démontre... Ah non, au contraire, plus vous expliquez, plus on dit, ah, il pense à tout, ce gars. Ah, il a réponse à tout, ce type. Ah, il sait comment se défendre. Et c'est encore pire. C'est pour ça qu'à un moment donné, je ne sais plus trop quand ça m'est arrivé, entre 6 et 12 mois, je ne sais plus. Il y a un moment où on se dit, bon, Allah, il a voulu que je sois ici. On n'est plus dans le domaine de la raison. On est dans les émotions, on dépend de l'actualité. Si quelque chose se passe dans le monde, ben, quand on passe au tribunal, ça sera orienté d'une certaine façon. On comprend en fait que bon, on est dans un truc où on doit se mettre sur pilote automatique. Et c'est là où, enfin dans mon cas, on commence à lire, on commence à se calmer, on commence en fait, à faire son deuil, en fait, à dire, bon, c'est mon destin. Je vais peut-être rester ici 1 an, 10 ans, 15 ans. Peut-être je vais mourir ici. Parce qu'il y a des gens qui meurent en prison. Des suicides, beaucoup d'histoires tragiques. Des gens, quand ils sont incarcérés, leur femme ou leur copine part avec un autre. Les gars deviennent fous, ils sont au téléphone, ils cassent tout. Enfin, on est un peu comme mort parce que, en fait, quand vous êtes en prison, vous n'existez plus dans le sens que vous n'êtes plus dans la société. Vous ne pouvez plus intervenir pour vos enfants. Vous ne savez pas ce que fait votre femme. Vous ne savez pas comment va la santé de votre famille, enfin, de vos parents. Vous n'êtes plus rien, en fait. Vous êtes un élément enfermé qui doit penser à sa défense. Et tout le reste, vous êtes impuissant. Et donc, s'il se passe des drames dehors, des drames sentimentaux, des drames médicaux, ben vous ne pouvez rien y faire. Vous subissez. Et si vous n'êtes pas fataliste ou résigné ou avec cette mentalité-là, ben vous finissez fou ou suicidaire. Et voilà, je pense en 2 ans d'incarcération préventive, j'ai quand même assisté de mémoire à 3 ou 4 suicides, je ne me rappelle pas très bien, dont un voisin, dont un voisin direct de cellule. Ça fait bizarre quand vous voyez la police scientifique débarquer la nuit avec des gants, des masques
Et tu essayes de deviner par la trappe un peu entrouverte ce qui se passe. C'est choquant. Surtout quand tu vois des gens que tu t'y attendais pas. Enfin bref, on apprend plein de choses en prison. C'est un peu la vie, mais en format réduit. Toutes sortes de gens, les menteurs, les lâches, les fous, les excités, les gens qui sont là par erreur, les gens qui sont là pour crime passionnel. Crime passionnel, c'est souvent des gens qui ne sont pas violents, ne sont pas méchants, mais se sont retrouvés dans des circonstances émotionnelles qui ont fait qu'ils ont basculé. Et puis une fois que c'est fini, ben, ils n'ont plus rien à voir avec ce personnage. Et donc ils restent enfermés 20 ans, 15 ans, alors que concrètement, en fait, vu que cette situation a disparu, ben, ils ne sont plus... Vous voyez, il y a des variantes, c'est compliqué en fait. Il y a toutes sortes de gens en prison. Il y a toutes sortes de profils, c'est très complexe. Et des fois, c'est pas toujours ceux qui, entre guillemets, méritent, qui sont là le plus longtemps. Mais bon, de nouveau, vous pouvez rien y faire, il y a le système. Tout ça dépend comment se déroule votre procès, votre avocat, votre appartenance raciale, votre âge, votre apparence. Tout ça, ça joue. Et bon, comme dans tout, en fait, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Ben, les bonnes choses, c'est que vous êtes quelque part obligé de lire, d'avoir une vie avec des horaires. Et vous ne devez pas penser en fait, à tout l'aspect pratique de la vie, puisque on lave votre linge, on vous sert à manger, on vous dit quoi faire et quand. Vous n'avez pas de loyer à payer. Donc, quelque part, c'est un peu le paradoxe de la prison, c'est qu'en fait, de nouveau, pour certains types d'individus, c'est très rassurant la prison, quelque part. Parce que dehors, ben, il faut faire des papiers, il faut faire des paiements, on a toutes sortes de contraintes. Et donc, c'est pour ça que la prison, suivant qui vous êtes, vous le vivez plus ou moins bien ou mal, et parfois c'est très bien, et parfois c'est très mal. Et donc, vous voyez, quand on dit, c'est comme quand je vous dis que moi je n'aime pas le blanc ou le noir, que je suis très gris, c'est parce que la prison, c'est comme ça aussi, c'est gris. Il y a des jours où vous êtes très mal, il y a des jours où vous êtes bien, il y a des jours où vous êtes fataliste, il y a des jours où vous êtes pessimiste. Voilà, à la fois des hauts et des bas. Des fois, vous êtes très proche d'Allah, des fois, vous êtes plutôt dans dépression. Ça varie, etc. Mais, que dire? Je reste convaincu que, au-delà de, je ne sais pas combien d'années, mais bon, c'est difficile à dire, mais je reste convaincu que la prison, c'est pas la solution idéale. Parce qu'en fait, qui est pénalisé quelque part? C'est pas le prisonnier. Il est pris en charge, il ne doit rien dépenser, sauf pour sa cantine s'il veut des extras. Qui est pénalisé? C'est les gens qui restent dehors, en fait. La femme, les enfants, la famille, les frères et sœurs, si jamais ils dépendent de la personne économiquement. C'est eux qui sont pénalisés. Ça, on oublie souvent de le dire, en fait. Le prisonnier, certes, il n'a pas sa liberté, mais ceux qui ont les conséquences de son absence, c'est les autres. C'est pas lui. Lui, il est pris en main, quoi. Il est pris en charge. Il est nourri, logé, chauffé, de l'eau, la télé, le machin. C'est les gens dehors qui doivent courir. En plus, ils doivent venir à la visite, prendre des trains, prendre des bus. Problème d'argent, problème de gestion des enfants. Enfin, et ça, c'est un aspect dont on n'insiste pas beaucoup et qui est une grande injustice pour moi dans le système de la prison. C'est qu'en fait, ça punit pas nécessairement les gens qui méritent d'être punis. Je parle au-delà de coupable ou innocent. Je parle, même si on est coupable, finalement, les plus punis, c'est les gens qui restent dehors. Et en plus, ils ont la pression. Ramène-moi ci, dis ça à l'avocat. Enfin, je voyais un peu les autres parler au téléphone ou à la visite. Ils ont beaucoup de pression, les gens de dehors. Déconne pas, je t'aime, truc, sans toi je meurs, je te préviens, si tu me quittes, je me suicide. Bon. Et donc les gens de dehors, ils ont beaucoup de pression. Ils doivent se déplacer, ils doivent dépenser de l'argent, ils doivent tout gérer tout seuls, ils doivent rassurer le gars au téléphone ou en visite. C'est pas évident, quoi. Et quand il y a les VHS, donc les visites hors surveillance,
des épouses avec leur mari. En plus, il faut se montrer, comment on va dire, dans le désir, dans le sexe, même si on n'a pas envie, je suppose, j'imagine. Donc c'est pas évident, c'est pas évident pour les gens de dehors. Je crois qu'il faut bien le dire, ça. Parce qu'on a tendance toujours à avoir de la peine pour le détenu, mais il y a pas, il y a peut-être pas que lui. Euh, oui, donc vous êtes dans un processus, et puis il y a votre procès, et puis voilà, on décide au bout d'un procès, bon ben, finalement, ces 2 ans de préventive, vous n'avez pas vraiment mérité, vous ferez le reste en sursis. Et toi, tu es là, en fait, tu as passé 24 mois, on vient de se rendre compte que finalement, bon ben, il n'y a pas vraiment d'éléments contre toi. Et que bon, pour te donner quand même quelque chose, parce que sinon il faut payer les dommages et intérêts, ben, on va dire, oui, vous n'étiez pas en ordre de déclaration de possession d'armes à votre mairie. C'est-à-dire, moi j'avais une arme déclarée, une arme de tir déclarée, et j'avais déménagé, et j'avais oublié de dire à la mairie que j'avais déménagé, donc l'arme m'avait suivi. C'est des armes sous cadenas, à hauteur, et tous des règlements. Bref, tout ça était en ordre. Mais donc, voilà, ça compte comme un délit. Euh, et puis voilà, et les avocats, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, ah, c'est déjà bien que tu es libéré, je fais surtout pas appel, on sait jamais, s'il y a un attentat, ça peut tomber sur toi. Et donc, tu dois encore être content, en fait. Tu dois être content d'avoir fait 2 ans de prison pour rien, parce que tu sors, quoi. Tu sors après le procès. Et voilà, et tu dois fermer ta gueule, et tu dois payer les amendes judiciaires, hein, qu'on divise par le nombre de condamnés. Je crois qu'ici, c'était 200 000 euros divisé par 4. Parce que tu es quand même condamné, même si tu sors après le procès, avec du sursis, tu as une condamnation de 5 ans. Enfin, tu as, dans mon cas. Donc, mais dont les 2 ans fermes ont été faits en préventive. Et voilà, c'est tout. Et t'as pas à broncher, parce que si tu bronches, on dit quoi, t'es pas content? Les autres, ils prennent 10 ans, 15 ans, 8 ans. Ah, tu dis, bon, ben, ah ben voilà, j'ai une dette à vie d'amende judiciaire, j'ai un casier judiciaire abominable avec incitation à la haine raciale ou je sais pas tout quoi. Et puis t'es là, hein, tu dois dire super, quoi. Et puis on te lâche, et puis débrouille-toi, hein. Débrouille-toi avec le casier judiciaire, avec les amendes, avec ton nom, que dès qu'on le tape dans Google, on voit tout qui sort. Débrouille-toi avec ça, quoi. Et t'avises pas de récidiver. Enfin, dans le cas où si t'es un voyou ou un voleur, t'avises pas de récidiver, parce que sinon on dira que tu récidives. Mais on te lâche comme ça, avec plein de plumes noires sur la tête, quoi. C'est de nouveau un paradoxe. Bon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut choisir, en fait. Soit les gens, on les tue, ou on les frappe, avec coup de fouet, machin. Ou soit on veut les mettre à l'écart de la société et puis les réinsérer, mais alors on se donne tous les moyens pour y arriver. On commence pas à leur mettre des casiers judiciaires, des amendes, des trucs qui vont les saboter, en fait, où ils n'auront pas accès à plein d'emplois, etc., etc. Sinon, ça n'a pas de sens. D'où le fait que j'ai toujours dit, plutôt que payer des prisons, les chauffer, comment dirais-je, et l'eau, et les gardiens, et tout le bazar qui va avec, quoi. Ça coûte, un détenu, je crois, coûte, enfin, sauf les grands détenus, genre Dutroux ou Abdel Salam, Abdel Salah, je sais pas comment il s'appelle, les détenus normaux, on va dire, ils coûtent, je crois, 130 euros par jour. C'est-à-dire qu'un détenu coûte plus ou moins le prix de 3 chômeurs, en gros. Donc c'est un non-sens, en fait. On harcèle les chômeurs pour qu'ils travaillent, à envoyer des mails partout, même si on sait qu'ils n'ont aucune chance d'être pris. Et on leur coupe leurs droits et on leur fait des misères. Et un prisonnier, on dit, tiens, tu coûtes le triple, mais on te demande rien, en fait. Reste tranquille dans ton lit, dans ta cellule. Vis, dors, mange, vois la télé toute la journée, on s'en fout, en fait. Alors que normalement, voilà, si on met quelqu'un, par exemple, sous bracelet chez lui, avec des méthodes peut-être plus élaborées qu'aujourd'hui, ben, la personne, voilà, elle reste, elle est hors de la société,
mais elle n'est pas à charge de la société. Elle vit chez elle, avec ses revenus, ses allocs, peu importe. Et la vie continue, c'est-à-dire elle peut continuer à éduquer ses enfants, à laver ses enfants, à habiller ses enfants, à faire des courses, etc. Voilà, il y a plus de, il y a des règles strictes qui interdisent de fréquenter un tel, d'aller dans tel ou tel endroit. Et voilà. Bon, moi je pourrais même imaginer des trucs très élaborés, hein, des portiques électrifiés qui de telle heure à telle heure donneraient une décharge à la personne qui sort. Enfin, je sais pas, on peut imaginer plein de trucs. Mais bon, la prison, ça coûte énormément d'argent. Finalement, c'est un espèce d'hôtel qui, pour certaines personnes, en fait, est un gros plus. Hein. Tout est payé. Ils ne doivent pas penser à cuisiner, à laver leur linge. Ils se laissent vivre, quoi. Et comme ils font rentrer du shit à la visite, ben, ils fument leur joint à la fenêtre. Et puis tout le monde ferme les yeux parce qu'on se dit au moins ils restent calmes comme ça. On doit pas gérer des révoltes, des cris, etc. Enfin bref, c'est l'hypocrisie, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Donc bon, ça peut être intéressant parce que voilà, on est un peu au calme. Moi dans mon cas, j'avais une vie très agitée. J'ai toujours eu des enfants autour de moi, etc. On peut lire, c'est bien, mais le problème c'est le temps. C'est-à-dire bon, si c'est 1 an, pourquoi pas, c'est comme une retraite spirituelle. Mais quand tu es enfermé 3, 4, 5, 6 ans, à ce prix-là, 50 000 euros par an, enfin, à ta sortie, en fait, on t'a acheté une maison, quoi. C'est ça la vérité, hein. On t'a payé une maison que tu n'as pas. Est-ce que tu n'aurais pas été à l'écart de beaucoup de problèmes si on t'avait acheté une maison plutôt que de dépenser 200 000, 300 000 euros pour toi? Enfin bon, c'est tout des grands débats. Et donc, voilà, moi dans mon cas, ben, on me demande comment tu as vécu ça, ben, avec des différents moments, différentes phases, parce qu'avec l'actualité à cette époque-là, 2015, c'était plein d'histoires, d'attentats, de trucs. Voilà, moi personnellement, je m'attendais au pire. Je me suis dit, bon, j'avais fait mon deuil, quoi. J'ai dit, voilà, c'est mon destin, faut l'accepter. Ça sert à rien de, de, de- d'être tout le temps dans c'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas juste, c'est pas vrai. À un moment donné, il faut dire, voilà, peut-être c'est de la rémission des péchés, peut-être c'est un mal pour un bien, tu sais pas, et bon, donc tu deviens fataliste. Et donc, ouais, tu fais des rencontres intéressantes aussi. J'ai quand même vu que la plupart des prisonniers sont pas des sales types. C'est des lâches, des peureux, des émotifs, des gens qui se sont fait embarquer, euh, des simples d'esprit. Il n'y a pas beaucoup de vrais sales types, quoi. De vrais gars dégueulasses. Il n'y a pas beaucoup. C'est pas la majorité des gens dans la prison. La prison, c'est beaucoup ouais, des histoires un peu tristes, quoi. Des gars qui voulaient se marier, alors ils ont transporté de la drogue entre le Maroc et la Belgique, ils se sont fait attraper, des gitans. Ouais, et puis, bon, il y a quelques professionnels, hein, des gens, trafic d'armes, albanais, machin. Bon, ça, c'est des gens, ils sont habitués à la prison, sont là, ils rigolent, ils font du sport, s'en foutent. Ils ont connu la misère, la vie rude dans leur pays. Et pour eux, les prisons occidentales, c'est Beverly Hills, quoi. Donc, ils sont pas en souffrance. C'est tellement de choses, tellement de cas, tellement de... Oui, les gens qui étaient habitués aux drogues, ils souffrent pas mal parce que ils doivent prendre des médocs. Les médocs, ça les sonne. Il y a des gens, quand ils sont en sevrage, là, ou en manque, ils gémissent toute la nuit. Hein. C'est pas évident. Hein. Il y a plein de choses. C'est intéressant socialement, parce que... Mais on se rend compte, en fait, de nouveau, que les médias qui montrent les prisons... vous savez, moi, franchement, en prison, j'ai vu très peu de bagarres. J'ai vu aucune histoire de viol ou de trucs d'homo qui veulent abuser dans les douches ou je sais pas quoi. J'ai pas vu tout ça. Vous voyez? Donc, après aussi, tu te fais une idée. Tu te dis, bon, les gens, peut-être ça dépend où on tombe, hein, je sais pas. Mais moi, j'ai plutôt vu, bon, pas mal d'amitiés, bien sûr, des petits
des petites histoires. Ouais, une gardienne qui est amoureuse d'un type qui s'est fait renvoyer. Des gardiens qui se sont fait renvoyer parce qu'ils faisaient rentrer des téléphones qui leur coûtaient 30 euros, qui vendaient 300. Il se passe des trucs comme ça, mais voilà, on se rend compte que la vie continue en fait, parce que dans la prison, il y a encore des malversations, il y a encore des escroqueries, il y a encore des bons et des mauvais, il y a tout ça qui continue en fait. C'est la vie, mais en format réduit dans un bâtiment. Et je vous dis, bon, les détenus, ben, toutes sortes, toutes sortes. Bien sûr, il y a des excités, il y en a, mais beaucoup de gens en fait, je parle pas de terrorisme, hein, je parle de tout. Des gens qui, voilà, plutôt des gens lâches, peureux, faibles, qui sont fait entraîner. Ce profil-là, en fait, prévaut. C'est ça qu'il y a le plus. Pas spécialement des grosses terreurs qui sont là, qui font peur à tout le monde et qui te menacent. Ça, j'ai pas beaucoup vu, franchement, voilà. Donc, après, oui, ce qui facilite aussi la vie, c'est quand tu es là pour terrorisme, ben, quelque part, c'est un peu prestigieux ça, pour les gens, pour les détenus. On te voit un peu comme quelqu'un qui est là pour des idées, pour la religion. Donc, on se dit, c'est pas quelqu'un qui est comme nous pour l'argent, la drogue. Donc, tu as une sorte de prestige comme ça. Si pas prestige, intrigue. Comment c'est possible qu'on rentre en prison pour la religion, les idées, si c'est pas pour du fric et de la drogue? On te voit un peu comme bizarre, comme... L'autre avantage, oui, j'ai oublié de dire, c'est quand tu es incarcéré pour terrorisme, tu es seul en cellule. Ça, c'est quand même un gros avantage parce que si tu es avec un codétenu qui a un mode de vie ou une hygiène détestable, c'est pas évident, hein. Je vous laisse imaginer les toilettes, la fumée, la télévision, etc. Si tu es quelqu'un qui n'est pas sur ta longueur d'onde, c'est pas évident. Dans certaines cellules, ils sont à 2, à 3. Là où d'autres gens sont seuls. Donc, moi et d'autres, dans les dossiers terrorisme, on était seuls en prison, parce qu'ils ne veulent pas que tu contamines, entre guillemets, les autres. Donc, ça, c'est l'avantage, on va dire. C'est que tu ne dois pas gérer des gens dans ta cellule qui sont problématiques. Et donc, voilà. Bon, après, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi dire, parce que la prison, il s'y passe pas grand-chose, hein. Tu manges, tu dors, tu pries, tu lis. Tu vas à la mosquée le mercredi pour un cours et le vendredi pour Juma. Les balades, le sport, de temps en temps les visites, et puis voilà quoi. C'est vrai que franchement, je remercierai jamais assez les gens qui envoyaient des courriers, les gens qui organisaient les récoltes d'argent. Ça facilite beaucoup la vie, et le courrier, ça remonte le moral. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup quand tu as comme ça un contact avec l'extérieur. C'est vrai qu'ils ouvrent le courrier, qu'ils lisent tout, mais bon, ils donnent quand même, hein. Donc, voilà. Bon, dès qu'ils voient que dedans, il n'y a pas des lames de rasoir, et du hashish et du machin, ils survolent la lettre et puis ils la donnent, quoi. Donc, c'est pas non plus... Ça, c'est important, mais bon... Vous savez, il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais en gros, voilà un petit peu mon vécu, mon ressenti de tout ça. Et j'avais promis de le partager un petit peu avec vous. Pas le dossier, parce que le dossier, je vous dis, c'est pas intéressant. L'affaire est terminée, elle ne sera jamais rejugée. On ne sait pas qui est qui et qui est pourquoi. Et donc, à un moment donné, en fait, il faut tourner la page. Et il faut avancer. Parce que sinon, tu ressasses, et c'est pas juste, et un tel, et un truc. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. C'est comme ça. Mais c'est comme ça, mais voilà, la vie, elle n'est pas comme tout le monde croit. Derrière l'apparence de gentil se cachent des méchants. Derrière l'apparence de méchants se cachent des gentils. On est dans un monde compliqué. Et c'est compliqué même dans les dossiers judiciaires. Et c'est pour ça que, bon, malheureusement, il faut un peu vivre reclus, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et ça peut poser problème. Mais bon, après, il faut aussi assumer. On peut fréquenter des gens dont on pense pouvoir expliquer pourquoi on les fréquente par après. Mais bon, voilà, c'est compliqué parce que vous ne savez jamais vraiment à qui vous avez affaire. C'est la réalité, hein. Les gens ne disent pas tout sur leur vie.
Moi, il y a des gens qui m'ont envoyé des mails ou qui m'ont téléphoné pour des histoires de conseils pour des compléments alimentaires, des trucs comme ça, quand je parlais de ça, et qui avaient une vie privée à problème, et moi je ne le savais pas. Et c'est comme ça. Et ça, il faut le savoir, en fait, à un moment donné, trop échanger en profondeur avec des gens qu'on ne connaît pas vraiment, ça peut être problématique. Surtout quand on est dans ce genre de dossier, c'est comme ça. On est obligé d'être un peu sur ses gardes, de ne pas se fier aux apparences et de se tourner beaucoup vers sa famille, en fait. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici. On pourrait éventuellement en reparler sous forme de questions-réponses lors d'un live, si c'est intéressant, mais je voulais un petit peu faire un compte-rendu. Comme ça, voilà, on ne dit pas que j'ai pas voulu en parler. Au moins, c'est fait. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.